Bonjour, chers spectateurs. Juste un premier bonjour pour commencer. On va laisser les gens se connecter à la salle. Entre-temps, je vous invite à participer au petit sondage que vous voyez à votre écran. Bonjour à tous, bienvenue au kiosque virtuel de ce jeudi. Merci de vous joindre à notre kiosque en plein milieu de journée. Nous sommes habitués de le faire plutôt en soirée, donc on espère avoir beaucoup de questions et beaucoup de participation. Étant donné que le nombre de spectateurs qui se connectent s'est stabilisé, on va commencer. Juste pour vous situer, on a fait un petit sondage à l'entrée de la salle, juste pour nous guider un peu, dans le fond, de qui possède un véhicule électrique déjà ou non, ou se prépare à en avoir un. Ce qui est intéressant pour nous de savoir cette information-là, c'est de voir que le virage est vraiment bien fait et que les nouveaux utilisateurs ont beaucoup de questions aussi. Donc, je me présente, Sébastien Côté, électromobiliste depuis 2018. Au sein de l'AVEC, j'agis en tant que directeur régional pour les Laurentides. Puis, aujourd'hui, avec moi, j'ai 5 pénalistes. Christian, Didier, Sylvain, Mathieu et Nicolas. J'ai petite introduction à mentionner que le kiosque virtuel aujourd'hui, en plus d'être dans la Semaine nationale du véhicule électrique, comme vous avez vu plusieurs publicités, et aussi le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui se fait virtuellement cette année. C'est réalisé en collaboration avec Roulon Électrique, qui est une campagne d'équiterre avec le soutien de Transition énergétique Québec. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à chaque panéliste pour faire une petite introduction. Et ensuite, nous allons passer aux questions. Juste pour vous guider, avant, pour les questions, vous avez le choix d'utiliser le Q&R ou le Q&A en anglais pour écrire vos questions. Vous pouvez aussi lever la main dans la salle, puis nous allons prendre les questions, essayer d'alterner le plus possible entre les questions écrites et verbales. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions de cette façon-là. Donc, je vais présenter les gens. On va commencer avec Sylvain. Enlève ton mute, s'il vous plaît. Bonjour, moi je suis électromobiliste depuis 2014, Nissan Leaf à l'époque, on a encore, et aussi, je m'excuse pour le téléphone qui sonne à côté, et j'ai une Tesla Model 3 depuis 2018, je suis dans la première cohorte en 2018, puis je suis directeur adjoint de l'AVEC pour l'Outaouais. Merci Sylvain. On va y aller avec Mathieu. Bonjour, je suis propriétaire d'un Hyundai Kona électrique Model Preferred depuis le mai 2019. J'ai fait aussi, donc j'ai fait plusieurs déjà voyages aux États-Unis, donc des 1000 km. J'ai fait aussi la Gaspésie cet été avec. Donc j'ai fait beaucoup de voyages longue distance avec. Excellent. Merci Mathieu. On y va avec Christian. Oui, bonjour, Christian Barret. Je suis propriétaire d'une Bolt 2018 que j'ai achetée en juin 2018, donc 2 ans et demi. J'ai roulé pas mal avec aussi, les moyennes et d'assez longue distance, pas la Gaspésie, mais la BTB, par exemple. Alors, ça sera un sujet sur lequel dont je pourrais parler plus tard. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci Christian. Didier.
Bonjour à tous. Donc, mon nom est Didier Ernotte. Je suis le directeur régional de l'AVEC pour l'île de Montréal et je suis aussi électromobiliste depuis 6 ans, depuis 2014. Et je possède 3 véhicules. Un premier qui est une Leaf 2014 à faible autonomie, on va dire genre à peu près 130 km. Je possède un Ford C-Max Energy, donc un PHEV. Et je possède un Jaguar I-Pace, donc une voiture à grosse autonomie de plus de 400 km. Excellent. Merci, Didier. Et dernièrement, Nicolas. Alors bonjour, moi c'est Nicolas Ross, je suis électromobiliste depuis 2016. J'ai acheté une Kia Soul EV, pas 2013, excusez-moi, 2016. Donc j'ai eu une Kia Soul entre 2016 et 2018 et j'ai maintenant une Hyundai Ioniq depuis janvier 2019, donc depuis un peu plus de 2 ans. J'ai fait plusieurs voyages de moyenne distance, là, des 500, des 600, des 700 km. Et je me suis impliqué un petit peu au niveau de l'AVEC là, dans quelques événements pour des essais, puis aussi avec anciennement les essais roulés électriques là, avec. Voilà. OK. Excellent. Merci, Nicolas. Donc, merci de votre présentation. Maintenant, nous sommes prêts juste pour vous expliquer le fonctionnement, chers spectateurs, pour le kiosque. Si vous avez déjà visité le kiosque, soit dans un salon ou lors d'une journée d'essais routiers dans vos villes respectives, en réalité, on faisait des essais routiers, mais aussi on avait plusieurs bénévoles qui étaient sur place, propriétaires de véhicules, qui pouvaient répondre à vos questions. Donc, à ce moment-là, le kiosque est maintenant ouvert. Vous pouvez exactement faire la même chose, de poser des questions dans tous les spectres que vous voulez au niveau de l'électromobilité. Donc, vous avez 2 choix. Levez la main dans le Zoom pour pouvoir qu'on vous ouvre le micro et aussi la fonction questions et réponses. Si jamais il y a des questions, je vais juste mentionner, je suis propriétaire de 2 véhicules électriques, une Nissan Leaf 2018 et une Spark EV 2015. Donc, si jamais ça vous rajoute des véhicules dans le groupe de panélistes que nous avons aujourd'hui. Pour ceux nous ne pourront pas répondre aux questions ou pour des compléments d'informations, n'oubliez pas là, que le site de la VEQ contient beaucoup d'informations, contient beaucoup de... il y a des calculateurs, il y a des guides, il y a des capsules vidéo sur des trucs en hiver. On a aussi le portail pour les membres avec les avantages d'être membre or. Il y a aussi un programme de jumelage qui existe toujours, mais un petit peu différent que d'habitude. De façon virtuelle, vous pouvez contacter des propriétaires de véhicules du modèle que vous désirez et aller poser des questions avec ces gens-là, rentrer en contact, soit simplement poser des questions sur l'électromobilité en général, ou bien faire une discussion au niveau du véhicule particulier. Donc, je vais aller du côté des questions. Nous avons ici, premièrement, une affirmation. Donc, M. Maurice Gilbert, félicitations pour votre livre 2016. Le 5 octobre dernier, donc c'est tout nouveau. Donc, justement, vous êtes peut-être une des personnes qui aurait des questions ou à poser à nos électromobilistes chevronnés sur le panel. Donc, vous pouvez y aller d'une question sans problème. Michel Panquette, une question que j'ai lue dans un groupe de discussion, qu'il existe un chauffage d'appoint pour la Volt. Qu'en pensez-vous? Je trouve cela intéressant si cela permet à une personne d'acheter un véhicule électrique si le chauffage l'empêcherait d'acheter un véhicule électrique. Est-ce qu'on a un panéliste qui aimerait répondre à cette question? Ici, oui, Didier, je vais te donner la parole. Je n'ai peut-être pas de réponse, j'ai peut-être une autre question. Je ne suis pas spécialiste de la Volt, mais est-ce qu'on parle d'un chauffage d'appoint au diesel comme on peut le voir sur certains véhicules? Ou est-ce qu'on parle de ce genre de chauffage d'appoint? Donc, si possible, oui, au diesel. Michel a rajouté la question. Donc, effectivement, ce genre de chauffage d'appoint permet pour les personnes qui sont aux limites de l'autonomie de prolonger l'autonomie et éviter d'avoir à faire des recharges d'appoint sur un trajet domicile-travail, par exemple.
Donc ça, c'est très intéressant pour ce genre de personnes. Une personne qui a l'autonomie suffisante pour rejoindre son travail ou rejoindre la destination de loisirs la fin de semaine, est-ce que c'est intéressant? Il faut quand même considérer le fait que c'est un appareil qui coûte aux alentours de 1500 à 2000 dollars, si je me rappelle bien. Donc, pensez-y bien. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de chauffage défectueux. Je sais que sur la Leaf, les premières générations ont le chauffage qui, au bout de quelques années, est tombé en panne. Et la pièce à remplacer chez Nissan vaut ce prix-là. Donc là, on a le choix entre passer sur un système de chauffage au diesel ou remplacer la pièce électrique. Excellent. Merci, Didier. J'ai une affirmation. OK, oui. Question JD Filiatro. Si vous êtes juste pouvoir confirmer, vous dites regardez acheter soit une Bolt, une Niro ou une Leaf, mais je ne sais pas, étant donné qu'il n'y a pas de détails, je ne sais pas de quel sens qu'on devrait répondre à votre question. Donc, je vais vous laisser inclure une question plus détaillée dans les prochaines, mais je vais passer à une autre personne. On aimerait mieux vous guider là, avec une question un petit peu plus claire. Merci. J'ai Joao Silva qui demande que pensez-vous de la Mach-E chez Ford? Je vais mentionner quelque chose. Je vais prendre la parole. La Mach-E, évidemment, tant que ces véhicules-là n'auront pas roulé sur le marché, c'est vraiment difficile de s'avancer. Nous avons eu aussi une question mardi sur les nouvelles Volkswagen qui vont arriver. On reçoit des informations au compte-gouttes, soit de l'Europe ou aux États-Unis. Les véhicules n'ont pas encore commencé à rouler. Il faut dire qu'en 2020, il y a énormément de véhicules qui ont été lancés. Mais c'est plus les concepts. Les véhicules ne sont pas encore sur le marché. Donc, il est extrêmement difficile de se prononcer à ce niveau-là. Fort probablement qu'aussitôt que l'AVEC peut mettre la main sur des essais routiers québécois, mais, je vous inviterai à les lire à ce moment-là. Merci. Je vais revenir à JD Filiatro qui a mentionné que je regarde acheter soit une Bolt, une Niro ou une Leaf. Quel est le meilleur choix selon vous? Un panéliste qui voudrait prendre la parole? Oui, Nicolas. Bien, c'est sûr que chacun va prêcher un peu pour sa paroisse. Moi, j'ai été beaucoup dans l'écosystème Kia et Hyundai. La Kia Niro est un très bon produit qui est quand même assez vaste en termes d'espace. Je connais des gens qui ont des Bolt et qui en sont très satisfaits. Si on compare au niveau de la finition, il y en a qui vont trouver que la Bolt a peut-être une finition un peu moins haut de gamme par rapport au Niro ou à d'autres produits Hyundai. Je sais qu'il y en a certains qui trouvent que les bancs de la Bolt sont plus raides, sont plus durs. Ça, c'est vraiment une question de choix personnel. Il faut peut-être essayer les véhicules pour voir vraiment lequel est le meilleur. La Leaf aussi est rendue à sa deuxième génération. Il y a une très, très grande communauté de gens satisfaits de ce côté-là. Je pense qu'à la base, c'est quand même 3 bons produits qui ont des autonomies dans les 3, 4, 500 km là, qui peuvent répondre à la majorité et la très grande majorité des besoins. Ça fait que ça reste un choix qui va être un peu personnel. Il va falloir essayer les 3 modèles. Excellent. Merci, Nicolas. On passe à une prochaine question écrite. Chers spectateurs, n'oubliez pas aussi, vous pouvez prendre la parole. Ça peut vous donner une impression d'être plus près du kiosque virtuel ou en personne. Donc, on a une question de José Leroux qui demande, j'ai 2 véhicules, une Bolt 2019 et une Tesla Model 3. Et lorsque je change les batteries, est-ce mieux pour la durée de vie de la batterie de la charger à 30 ampères ou si j'ai du temps à 20 ampères? Oui, Nicolas. Ben, en fait, ce qui est dommageable pour une batterie, vraiment, c'est la recharge à haute vitesse ou à haut voltage et à haute puissance, comme sur les BRCC, les chargeurs rapides. C'est ce qui va faire chauffer la batterie le plus et c'est ce qui va être le plus dommageable. Quand on est à niveau 2, entre 20 et 30 ampères, il ne devrait pas avoir une différence sur l'autonomie, sur la durée de vie de la batterie. La plupart des batteries modernes là, des dernières années ont des très bons systèmes de thermorégulation qui vont garder la température de la batterie à une température adéquate, là, même à niveau 2. Là. Fait qu'entre 20 et 30, il ne devrait pas avoir de différence sur la durée de vie.
Excellent. Merci. Bonne réponse. Une question de Maurice Gilbert. Une question écrite de Maurice et une question à main levée. Donc, je vais préférer y aller à main levée. Vous avez la parole, Maurice. Alors oui, bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une Nissan Leaf 2016 le 5 octobre dernier et le concessionnaire m'a dit que l'autonomie était de 135 km. Maintenant, après utilisation, je me rends compte qu'elle charge au maximum à 121 km et lorsque je l'utilise en ville pour quelques kilomètres seulement, là, la batterie diminue assez considérablement. Donc, exemple 121, je peux me retrouver là, à 85 facilement là, pour quelques kilomètres. Est-ce que la chaufferette peut avoir un impact sur la durée de la batterie? Didier, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais prendre vu la première génération de la Leaf? Oui, vas-y, Didier. Oui, tout à fait. Tout d'abord, vous mentionnez que vous avez une 2016. Il est intéressant de savoir, est-ce que vous avez une S, une SV, une SL, parce que la S était en 24 kg, la SL et la SV étaient en 30 kg. Donc, ça peut faire une petite différence pour l'autonomie. Mais ceci dit, est-ce que c'est votre premier véhicule? Et si oui, ben vous allez apprendre que vous allez devoir réapprendre un peu à conduire. Vous allez avoir d'autres automatismes et vous allez voir que votre score va s'améliorer au fur et à mesure que vous allez apprendre à conduire une voiture électrique. Ceci dit aussi, on arrive dans les périodes plus froides et c'est tout à fait normal que l'autonomie baisse quand la température diminue. Surtout si vous êtes en ville ou quand vous prenez la voiture. Même chose, c'est une question de connaissance et d'éducation, mais si vous ne faites pas préchauffer la voiture avant de prendre la voiture, il y aura beaucoup d'énergie qui va être consommée juste à monter en température l'air ambiant de la cabine. Donc, c'est tout à fait normal que l'autonomie passe de 120 à 100 en quelques kilomètres si vous avez mis le chauffage dans le tapis par exemple. Il y a d'autres phénomènes aussi qui peuvent influencer. Donc, il y a beaucoup de petits trucs que vous allez devoir apprendre et vous allez vous familiariser avec ces petits trucs pour pouvoir améliorer votre score sur l'autonomie. Merci Didier. J'ajouterais pour M. Gilbert, M. Maurice Gilbert, comme j'ai mentionné tantôt dans les capsules vidéo, on a une section de conduite hivernale ou de petits trucs hivernales sur le site de la VEQ. Donc, je vous inviterai à aller voir. Vous allez peut-être apprendre quelques affaires sur ce site. J'ai une question écrite de Ramiro Rincon. Bonjour à tous. Quelle serait la meilleure option à acheter pour une petite famille avec un enfant, mais qu'on pense agrandir dans 2-3 ans, avec un budget modéré? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nicolas. Ben, je vais un peu prêcher pour ma paroisse encore. Je vous dirais que la Ioniq serait peut-être un bon choix. Si vous regardez dans le neuf, la Ioniq 2020 est quand même un des autos qui a une bonne autonomie, qui est quand même abordable. Si vous regardez dans l'usager, vous pouvez trouver aussi là, des 2017 à 2019 là, aux alentours de 20 000 qui vont faire une très bonne voiture. La Ioniq est quand même assez grande. C'est une berline sous-compacte, mais qui a quand même pas mal d'espace, même en arrière. Un adulte est quand même très confortable en arrière. Je ne sais pas au niveau des Leaf, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus, peut-être qu'il serait aussi une bonne option, là. Oui, je peux peut-être parler de la Leaf. Oui, effectivement, la Leaf, quand même relativement spacieuse, un coffre très spacieux aussi. La Ioniq, comme tu mentionnais, Nicolas, en étant hatchback aussi, a un bon coffre. Donc, je vous dirais qu'une des choses, dépendant de l'âge des enfants, veuillez vérifier que la plupart des véhicules électriques présentement sur le marché sont quand même sur des formules de voitures relativement compactes. Je dirais qu'à ce moment-là, au niveau familial, c'est vraiment pour les sièges face à l'arrière qui peut peut-être vous causer des problèmes. Il existe des sièges compacts sur des pages Facebook là, que vous pouvez trouver les bonnes marques, mais tous les véhicules qu'on vous a mentionnés tantôt ont un gabarit similaire. Je vous dirais à ce moment-là d'aller visiter les coffres des voitures parce que c'est quand même intéressant de vérifier la différence si vous avez une poussette à traîner, un parc
Donc, c'est tous des bons points que Nicolas a apportés aussi. Merci pour la question et la réponse. Nous avons une question de Serge qui a une Kona 2020. Il demande s'il va pouvoir se charger sur les nouvelles BRCC de 100 kW. Mathieu. Oui, donc oui, avec le Kona, même avant 2020, là, toutes les versions du Kona électrique peuvent se charger jusqu'à 80 kW sur les BRCC. Donc, il y a les Petro-Canada déjà qui offrent ces vitesses-là. Donc, ça tourne surtout autour de 75-76 kW, le maximum qu'on peut atteindre dans ces BRCC-là. Mais le Kona, dans le fond, les spécifications, c'est jusqu'à 80 kW. Donc, avec les nouvelles BRCC, circuit électrique à 100 kW, on devrait atteindre les mêmes vitesses qu'à Petro-Canada. Excellent. Une bonne réponse. J'ajouterais aussi que n'oubliez pas que la borne et le véhicule se parlent constamment. Donc, à ce moment-là, que la borne soit une 100 ou une 150, elle va charger à la limite de ce que le véhicule peut prendre. Donc, les deux se communiquent ensemble. On a une question de Michel Paquet. Une question pour Nicolas. Préférez-vous la Soul ou la Ioniq, étant donné que vous avez passé les deux? La Soul permet une vision incroyable, mais quel est son comportement par le grand vent sur l'autoroute? Et la Ioniq est-elle agréable à conduire, mais son autonomie est-elle un handicap? D'abord, la Ioniq, le seul défaut que je verrais justement au niveau de la vision, c'est la lunette arrière. La fenêtre du coffre est comme coupée en deux, puis il y a une barre qui diminue un peu la visibilité en arrière. On finit par s'habituer, mais l'hiver, c'est presque un handicap parce que la partie du bas est constamment sale et il faut tout le temps la nettoyer. Mais la partie du haut, on voit très bien. Effectivement, dans la Soul, moi, j'avais la génération précédente, on voyait très bien. Je n'ai jamais embarqué dans la nouvelle 2020. Puis même avec la Soul 2016 que j'avais, qui avait une autonomie moindre que celle que ma Ioniq aujourd'hui. Le dernier hiver, j'avais aux alentours de 100-110 km d'autonomie. Ce n'était pas vraiment un handicap pour moi parce que souvent, les voyages que je faisais, je n'étais pas nécessairement pressé. Fait que faire 2 ou 3 arrêts sur la 20, ce n'était pas vraiment un problème. Là, maintenant, avec ma Ioniq, avec 200-230 km l'été, je fais Québec-Montréal avec un arrêt, ça se fait très bien. La 2020 a un peu plus d'autonomie, mais par contre, elle est un peu plus lente que la génération précédente à recharger sur les BRCC. Fait que quand on fait plusieurs grands voyages au-dessus de 300 ou 400 km, ça peut paraître un handicap un petit peu. La Soul 2020 a aussi une plus grosse batterie. On se rapproche là, du 400 km d'autonomie. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'est un choix intéressant, mais le prix va avec aussi. Là. C'est un peu plus dispendieuse que la Ioniq. Merci, Nicolas. On a une question de J.D. Filiatro. Je ne trouve pas d'informations précises sur le type de chauffage de l'habitacle des véhicules. Est-ce que le chauffage par thermopompe de la batterie est mis à contribution ou si c'est juste un élément chauffant? Donc, pour le chauffage, pour 3 types de véhicules, la Bolt, Niro et Leaf. Panéliste, oui, Christian? Sur la Bolt, c'est une thermopompe. En tout cas, pas si c'est ça. Oui, je pense que tous les modèles. Oui. Une thermopompe. Donc, en termes d'efficacité, là, c'est mieux que des éléments chauffants. Ouais. Pour les autres modèles, laissez les autres propriétaires en parler. Merci, Christian. Didier, tu veux prendre la parole? Je vais répondre pour la Leaf et ça va faire un complément à ce que je disais tout à l'heure à la personne qui se demandait pourquoi l'autonomie baissait. En général, chez Nissan, encore une fois, 3 niveaux de finition, S, SL, SV. Le bas de niveau, la S, n'a pas la thermopompe, mais les niveaux intermédiaires et supérieurs ont la thermopompe. Donc, ça peut expliquer aussi, si vous aviez une 2016 modèle S, ça peut expliquer aussi pourquoi vous avez une diminution de l'autonomie au démarrage parce que vous n'avez pas la thermopompe et c'est très efficace une thermopompe. Excellent. Merci. Mathieu, complément d'information? Oui, pour la Niro, il faut faire attention. La Niro, il y a 2 versions, la EX et la SX. La EX n'a pas de thermopompe. La SX a la thermopompe. Et aussi, on parlait de chauffer la batterie, là, mais il y a certains véhicules comme la Leaf que la batterie n'est pas thermorégulée. Donc, je ne sais pas si vous vouliez savoir cette information-là dans la question, là, mais la Leaf est juste refroidie à l'air, alors que le Kona et le Niro
la batterie est thermorégulée au liquide, donc chauffée avec la thermopompe si équipée d'une thermopompe. Excellent, merci. Sylvie Cloutier, une question qui je trouve très intéressante. J'ai acheté une boîte en juillet dernier. Au travail, je n'ai pas d'endroit pour la brancher, mais du point de vue de l'autonomie, je n'ai aucun problème. Ma question, pour l'hiver en temps froid, est-ce que ma voiture va quand même démarrer après mon quart de travail? Et est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir concernant la saison froide pour ma voiture? Oui, Christian. Ah, oui, ça va démarrer, ça, il n'y a aucun problème, là, sous quelque température que ce soit. Pour le démarrage, ça pose. La question, c'est l'autonomie. C'est évident que par temps froid, on a une grande perte d'autonomie. Si le véhicule est stationné à l'extérieur longtemps par temps froid, il faut imaginer qu'au moment où on prend le véhicule, il faut réchauffer l'habitacle au complet. Ça comprend, par exemple, réchauffer les bancs. Il y a une masse énorme à réchauffer. Donc, le poids là, thermique est important si le véhicule a passé une journée entière par grand froid. Un des trucs qui est donné pour les propriétaires de la Bolt, c'est de réchauffer les bancs avant de réchauffer l'habitacle. On se sent rapidement plus confortable et ça consommera moins d'énergie de réchauffer son banc puis de sentir la chaleur là, immédiatement sur soi que de tenter de réchauffer l'ensemble de l'habitacle. C'est une très bonne réponse. Puis, pour le démarrage, pour tout type de véhicule électrique sur le marché, veuillez ne pas vous inquiéter. Vos lumières extérieures de maison sont à l'extérieur par -30. Lorsque vous mettez l'interrupteur à on, la lumière est instantanée. Le véhicule électrique va être de la même façon. C'est sûr que la batterie 12 volts doit être en bonne condition, comme n'importe quel autre véhicule. André Bose a une question. Puis-je recharger un véhicule après chaque usage ou attendre un certain pourcentage de batterie pour ma Kona électrique 2021? Mathieu, est-ce que tu veux prendre la réponse? Je peux répondre à cette question-là, mais ça s'applique à pas mal tous les véhicules électriques, là. Donc, il n'y a pas de problème de le brancher à chaque usage, là. Ça ne devrait pas user plus la batterie que d'autres choses, là. Puis aussi, dans certains véhicules, vous pouvez préciser le pourcentage que vous voulez atteindre. Donc, par exemple, peut-être que vous voulez le brancher, mais arrêter à 80%. Donc, il y a certaines écoles de pensée qui disent que charger à 100% et ne pas utiliser le véhicule pourrait être plus dommageable pour le véhicule. Et c'est pas bon non plus de baisser en bas de 20% sur une longue période, là. Donc, si vous faites un voyage, c'est correct de baisser, mais il ne faut pas le laisser une semaine, par exemple, en basse charge. Donc, tout le temps le brancher, c'est bien correct. Excellent, merci. Michel Paquet, je pense que c'était la question tantôt de la comparaison de le Soul et la Ioniq. Il y avait la question de la Soul par grand vent, si c'était sensible, Nicolas? Oui, ben pour les grands vents, moi, c'est ça, j'avais vu, effectivement, j'ai oublié de répondre, désolé. Personnellement, j'ai fait quand même pas mal de routes. J'ai fait à peu près 75 000 km en 3 ans, fait que j'en ai fait du chemin. Fait que même sur les autoroutes, quand ils vendent beaucoup, je n'ai pas senti vraiment de déplacement latéral. La Soul étant quand même plus basse, là, c'est un petit VUS compact. Fait que je n'ai pas eu de problème par les grands vents. Là. Excellent. Christian, tu veux ajouter un complément? Peut-être qu'il y a une question aussi de centre de gravité, hein, étant donné, je ne sais pas si oui, pour la Soul, les batteries sont en dessous du véhicule. Là, donc, ça attache le véhicule au sol. Aussi, comme pour la Bolt, là, ça aide à asseoir le véhicule. Ça donne une tenue de route qui est surprenante. Là. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point de façon générale pour presque tous les véhicules électriques, sauf ma Spark EV. C'est une micro-voiture. Suzanne Trottier a une question. Je vois souvent des autos branchées dans des prises qui me semblent très ordinaires dans le stationnement intérieur du CHUM. Est-ce que c'est faisable ou bien j'ai la berlue? Sylvain, quelque chose que tu voudrais répondre? Oui. Oui, en fait, brancher sur le 110 volts, c'est la chose qui est importante, c'est que le circuit soit seulement rattaché à la recharge. Parce que la plupart des prises peuvent prendre 15 ampères maximum. Et puis là, c'est 12 ampères qui doivent être utilisés avec le voltage 120 volts. Ça ne sera pas dédommageable pour le véhicule, mais ça ne va pas recharger énormément. Parler des nouveaux véhicules qui sont à 400 km d'autonomie, 500 km d'autonomie. Quand on va chercher à peu près
environ 1 kWh à l'heure, 1 à 1,5 kW à l'heure. Ça va prendre du temps de charger une batterie qui a 50 kWh ou 75 kWh. Mais ce n'est pas dommageable, mais il faut s'assurer que le circuit soit dédié seulement qu'à la recharge. Puis il n'y a pas d'autres appareils électriques qui sont chargés au même moment parce qu'il peut y avoir une surchauffe. Excellent. Merci Sylvain. Et comme complément, oui, dans des stationnements de commerce ou d'entreprise, souvent, s'il n'y a pas de borne qu'on appelle de niveau 2 de 220 volts, ben à ce moment-là, les gens vont utiliser une prise normale. Des fois, ça va juste donner peut-être un 10 15 d'autonomie de plus pour la fin de la journée, jusqu'à 20. Des fois, c'est juste assez pour être sûr de compléter notre journée. Donc, si vous n'avez pas la berlue, c'est une pratique commune que les gens pourraient avoir dans le besoin d'une autonomie supplémentaire pour le retour à la maison. Nathalie Gagnon, une question sur la durée de vie d'une batterie. Il serait de combien d'années? Et est-ce que le changement de la batterie est dispendieux? Quelqu'un qui veut prendre une réponse à cette question? Oui, Sylvain? Oui, bien en fait, c'est arrivé surtout au début de l'histoire Nissan et les batteries qui duraient moins longtemps, c'est à cause de la chaleur. C'est arrivé surtout aux États-Unis où les températures de 40-50 degrés Celsius en Arizona, en Nevada arrivaient. Et les batteries de véhicules électriques ne souffrent pas du froid, par grand froid, mais ils souffrent de la chaleur. Donc, c'est pas arrivé tellement souvent au point où les constructeurs, en fait, offrent une garantie de 8 ans, généralement, sur la batterie. Et s'ils offrent cette garantie-là, c'est parce que, dans le fond, les véhicules vont durer, les batteries vont durer plus que 8 ans, en fait. Excellent. Danny Saint-Gelais demande, faut-il s'inquiéter pour les derniers incidents de voitures électriques qui ont pris feu, notamment la Kona, puis qu'il y a maintenant un rappel du côté américain, je crois, et dernièrement la Bolt, qui, je crois, ont le même fabricant de batterie. Quelqu'un qui veut... Oui, Mathieu? Je pense pas qu'il faut s'inquiéter tant que ça. C'est des rares cas. Là, je pense que pour le Kona, c'était 12 feux qu'il y a eu pour 100 000 véhicules vendus. Là. Donc, c'est quand même très, très rare. Puis pour la Bolt, j'ai lu c'était 3 aux États-Unis. Puis aussi, c'était beaucoup de Bolt vendus. Là. Donc, faut vraiment être chanceux pour que ça nous arrive. Pour le Kona, il y a déjà eu au Canada un bulletin de service, donc une mise à jour du BMS pour s'assurer que la batterie n'est pas défectueuse. Donc, si vous avez un Kona et vous avez déjà fait ce bulletin de service-là, vous avez déjà une sécurité de plus pour s'assurer que ça n'arrive pas. Puis, il y a un autre rappel qui est supposé venir. Là. On n'a pas encore de détails sur ça va être quoi le rappel, mais ils vont revérifier les batteries pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut dedans. Pour la Bolt, il n'y a pas encore de détails. S'il va y avoir un rappel, là, ils sont encore en train d'étudier les cas, là, mais c'est très, très rare. Donc, je ne pense pas que c'est rien d'inquiétant. Merci. Au niveau d'une prochaine question, Micheline Guérin qui demande est-ce qu'il y a des choses importantes à faire sur une Kona électrique 2020 pour l'hiver? Oui, Mathieu? Il n'y a rien de spécial à faire sur n'importe quel véhicule pour l'hiver. C'est la même chose qu'un véhicule à essence. Là. Pour l'hiver, si vous voulez optimiser votre batterie, vous pouvez le garder branché à votre borne durant la nuit et le matin, partir le préchauffage. Donc, comme ça, le véhicule va être déjà réchauffé et prêt à partir le matin sans utiliser l'énergie de la batterie. Donc, pour le Kona, il y a possible de programmer votre heure de départ. Donc, si vous partez travailler la semaine à 8 heures le matin, mais vous pouvez dire que vous partez à 8 heures, puis il va préchauffer à 30 minutes avant pour partir. Quand vous soyez prêt à partir, la batterie va être pleine et l'habitacle va être chaud. Merci Mathieu. Nicole Gagnon qui a une question à niveau main levée. Je viens d'ouvrir votre micro. Ça va être ouvert bientôt. Vous pourriez y aller de votre question. Attendez. Ce sera pas long, Nicole, juste un moment. Vous êtes autorisé à parler. Faites un test, s'il vous plaît.
Désolé, Nicole. Je vais revenir à Nicole dans quelques minutes, désolé. Michel Paquet, une question. Savez-vous si les véhicules ayant des thermopompes ont également un chauffage électrique pour des températures trop froides pour la thermopompe? Oui, Didier? Oui, effectivement, toutes les voitures qui ont une thermopompe ont aussi un chauffage résistif. Il faut savoir qu'une thermopompe reste efficace jusqu'à des températures d'environ -5, -7. En deçà de ces températures-là, c'est l'élément résistif qui embarque. Donc, il y a toujours les deux systèmes. Excellent, merci. Donc, Nicole Gagnon, maintenant votre micro a ouvert quelques secondes et là, on est resté de réouvrir. Désolé, j'ai de l'aide technique de ce côté. Oh, on va passer aux personnes. Je suis désolé, Nicole, vraiment. On va revenir. José Leroux, est-ce mieux de charger à 80% les batteries ou bien à 100%? Pas de problème. Bolt semble dire pas de problème pour eux et Tesla seulement si beaucoup de route à faire tout de suite après la charge. Oui, Sylvain. Oh, tu es encore sur mute, désolé. OK, voilà. Pour ce qui est de la Tesla, Tesla recommande de garder la charge de la batterie entre 20 et 80-90%. Sauf dans le cas où on fait un déplacement. Alors, si on fait un long déplacement, bien sûr, on va charger à 100%. Puis, en autant qu'on quitte dans les 2 heures qui suivent cette charge complète, la batterie va se décharger, donc elle ne restera pas dans un intervalle de temps très long à une pleine charge. Même chose si vous faites un long voyage, si la batterie descend à 15 ou 10% en fin d'un parcours, ben c'est bien de charger tout de suite le véhicule pour le ramener dans cette plage-là. Et c'est pour assurer une longévité de la batterie que Tesla recommande ça. Parfait. Christian, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Pour la Bolt, en fait, parce que la question portait aussi sur la Bolt, effectivement, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de préférence, il n'y avait pas d'ennui à la garder à 100%. Il y a un mode qui s'appelle la mode en colline. Là. Le mode en colline, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est à 100%, l'effet, on peut dire, de compression qu'on obtient de rétromoteur là, pour recharger la batterie est diminué. C'est-à-dire que si on est habitué, par exemple, de freiner en utilisant ce système de rétromoteur, on va se rendre compte à pleine charge que ça fonctionne beaucoup moins. Donc, il y a un petit peu d'ajustement à faire. Là. Mais autrement, en termes de rendement et de longévité de la batterie, on n'a pas rapporté de préférence pour avoir une pleine charge ou non. Excellent. Merci. Nicole Gagnon, votre micro est ouvert pour de vrai cette fois-ci. C'est pas Nicole, c'est Luc. C'est parce que c'est Nicole qui a la technologie. Là, c'est que moi, bon, allez-y, monsieur. Fait que c'est pour savoir si on a déjà une borne 240 volts pour une soudeuse. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une borne de recharge? D'accord, c'est une bonne question. Quelqu'un voudrait répondre? Oui, Mathieu? Dans le fond, vous voulez dire que vous avez une prise de soudeuse dans votre garage? Si c'est ça. OK. Donc, vous avez quand même besoin d'acheter une borne si vous voulez brancher sur le 240 volts. À moins, parce que la plupart des véhicules ne viennent pas avec une prise sur le 240. Donc, quand vous achetez un véhicule, normalement, c'est une prise qui va sur le 120 volts. Donc, les prises de maison standard. Mais pour la prise de soudeuse, c'est un bon départ. Donc, vous pourrez trouver sur le marché des bornes qui se branchent directement dans ces prises-là. Donc, vous allez éviter de peut-être faire venir un électricien pour installer la borne. Vous allez pouvoir l'installer vous-même. Mais il faut quand même s'assurer que l'ampérage sur la prise, c'est le bon ampérage pour la borne. Excellent. Nicolas, tu veux rajouter un complément? Oui, puis bonne nouvelle dans votre cas, comme vous n'aurez pas d'installation électrique à faire, vous allez pouvoir profiter de la subvention complète de 600 $ pour la borne à l'achat de votre borne. Donc, vous n'aurez pas d'électricien à payer. Donc, votre borne va vous coûter vraiment pas cher. Merci. Nous allons aller aux questions écrites. Maurice Gilbert qui dit: est-ce que vous recommandez le traitement anti-rouille à l'huile? Oui, Nicolas?
En fait, la plupart des manufacturiers vont vous dire qu'ils ne veulent pas que vous fassiez d'antirouille. Il y en a même certains vendeurs, certains directeurs commerciaux qui vont vous dire que ça va jusqu'à annuler de la garantie. Faut savoir que d'abord, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Ce qu'ils veulent éviter, dans le fond, c'est que vous alliez chez, par exemple, Antirouille Métropolitain, où eux vont percer des trous un peu partout pour shooter leurs produits partout. Ça, il faut absolument éviter ça sur un véhicule électrique parce qu'il y a beaucoup trop de composants électriques avec des fils de couleurs, haute tension, etc., qu'il ne faut pas couvrir. Il faut absolument aller chez un spécialiste qui connaît bien les véhicules électriques. Au Québec, dans la région de Montréal, il y a Arleco qui est très bien reconnu. Dans la région de Québec, le plus proche, là, à Saint-Apollinaire, il y a Bolduc, Antirouille Bolduc, là, qui est aussi très bien reconnu. Attendez-vous une bonne attente de son côté, par exemple, là. Mais c'est vraiment un très bon professionnel. Il démonte la voiture au complet, presque, là, au niveau de toutes les garnitures en plastique pour aller appliquer l'antirouille précisément aux endroits où il y en a besoin. Là. Fait que oui, ça peut se faire, mais soyez consciente là, des avertissements de votre fabricant. Parfait, c'est un bon point. Je voudrais juste ajouter un petit complément. Arleco mentionné, si vous êtes membre hors de l'AVEC, vous avez accès à un rabais, je pense qu'il tourne autour de 10% sur la maintenance et même le traitement anti-rouille sur place. Dites-vous qu'ils sont dépositaires des produits ProLab pour une compagnie québécoise. C'est un des seuls produits qui est compatible, qui ont rendu compatible avec tout ce qui est gaine électrique pour les véhicules électriques. Donc, d'autres commerces offrent aussi les produits. Il faudrait vérifier si jamais ce n'est pas dans votre région. On a une question de Serge Lénès. Sur le Kona, il y a un mode hivernal. Quel est son rôle et doit-on enlever ce mode les autres saisons? Mathieu. Oui. Donc, oui, le mode hivernal, il n'est pas très expliqué dans le manuel d'utilisateur. Donc, l'utilité, c'est qu'il va réchauffer la batterie l'hiver lorsque vous êtes en bas de 30%. Donc, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand vous êtes en bas de 30%, mais votre prochaine étape, ça va être aller vous recharger sur une borne de recharge rapide si vous êtes dans un gros déplacement. Donc, ça va avoir l'avantage que la batterie va se réchauffer un peu d'avance et aider à recharger plus vite à la borne de recharge rapide. Parce que qu'est-ce qui arrive l'hiver, c'est que vu que la batterie est froide, la vitesse de recharge va être limitée et ça va être beaucoup plus long de recharger sur une borne de recharge rapide qu'à l'habitude, comme durant l'été. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication à l'enlever durant l'été parce que si la batterie est déjà assez chaude, ben, ça ne va pas rien faire de plus. C'est juste pour s'assurer que la batterie est à une température optimale pour la prochaine recharge. Oh, excellent, Mathieu. Très précis. On a un spectateur anonyme. Pourquoi les Soul EV ne sont pas vendus en grand nombre, en aussi grand nombre que les livres Volt et Bolt? Quelqu'un qui voudrait répondre? Nicolas? En fait, c'est fabricant par fabricant qu'il faut regarder. Je vous dirais du côté Kia, Hyundai, les véhicules arrivent au compte-gouttes, puis ça semble être... Je ne sais pas si c'est une question de modèle d'affaires ou de disponibilité de pièces qui font que de leur côté, c'est comme ça. Mais les premiers Kona EV, on avait des attentes qui pouvaient aller jusqu'à 1 an d'attente pour avoir son véhicule. Il fallait vraiment vouloir pour acheter un Kona EV l'an passé. Effectivement, les Bolt et les livres, c'est beaucoup plus disponible. Malheureusement, c'est les fournisseurs qui sont comme ça. On n'a pas vraiment beaucoup de contrôle là-dessus. Là. Merci. Une question de JD Filiatro. Quelles sont les caractéristiques importantes à considérer pour les bornes de charge à la maison? Quelqu'un voudrait... Didier? Oui, en fait, il faut savoir que les bornes de recharge à la maison, elles font toutes la même chose, elles font toutes très bien le travail, c'est-à-dire charger la voiture. Si c'est ça que vous cherchez, c'est pas la peine, il n'y a pas des bonnes ou de mauvaises, elles font toutes très bien leur travail. C'est plus en termes de fonctionnalités connexes, comme certaines vont pouvoir avoir une connectivité Wi-Fi, donc on va pouvoir suivre sur le web la consommation. On va pouvoir faire, si on a plusieurs voitures, et plusieurs bornes sur un même filage, on va pouvoir délester l'une et l'autre, mais en termes de fonctionnalité,
Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne borne, elles font toutes la même chose. Et je vous conseillerais d'aller chercher un constructeur québécois parce qu'ils font des produits qui sont adaptés au Québec. Parfait. Sylvain, tu avais un complément d'information, je crois? En fait, Dizier vient de le dire, c'est important d'aller avec un fournisseur québécois à cause de la température, parce que sinon le fil, si c'est un produit américain par exemple, qui ne sont pas habitués aux basses températures qu'on a ici, le fil du pistolet, il va durcir puis il va être difficile à manipuler, notamment si la voiture est branchée à l'extérieur. Excellent, très bon point. Et aussi peut-être les protections du boîtier aux intempéries. Nos fabricants québécois font des excellentes bornes pour fonctionner avec le climat québécois. Christian, tu voulais ajouter un complément? Oui, juste un complément d'information, c'est qu'on peut considérer aussi qu'il y a une différence entre des bornes qui sont, on va dire, transportables et d'autres qui seront fixes. Il y a des modèles, on pensait tantôt là, en répondant à celui qui posait la question sur la prise pour une soudeuse. Il y a des modèles là, qui vont faire là-dessus, qu'on peut accrocher, décrocher, transporter. Donc, ça dépend quand on dit avoir une borne chez soi, si on a l'intention de rester 20 ans, dans 15 ans au même endroit, mais on va dire on va avoir une borne fixe. Mais ça peut être intéressant, par exemple, des gens qui sont en transition, en condo, par exemple, d'avoir une borne qui pourra éventuellement être décrochée puis apportée avec soi ailleurs, pour une installation ailleurs. Excellent. Je pense qu'on a vraiment couvert toutes les facettes d'un choix de borne. On a une question de JT Velnatro. Mon panneau électrique de 200 ampères est utilisé au maximum. Est-ce que la borne de recharge pourrait partager le circuit de la cuisinière? Nicolas. En fait, il y a une première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir appeler un électricien pour qu'il vienne voir qu'est-ce qu'il y a dans votre panneau, parce qu'il y a seulement un électricien qui va être capable de voir si votre panneau a la capacité d'ajouter une borne. Partager un circuit avec une cuisinière, je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose qui est possible de faire parce que techniquement, il y aurait possibilité d'allumer la cuisinière et la borne en même temps. Et là, à ce moment-là, c'est sûr que ça ferait sauter le circuit. Pour les plus petits panneaux, comme moi, je reste en condo, fait que j'ai un panneau de 100 ampères seulement. Fait que j'ai dû m'installer un module qu'on appelle un contrôleur de charge qui va mesurer, lui, le courant qui est utilisé dans le panneau complet et qui va couper la borne si jamais mon chauffage, ma cuisinière, mon chauffe-eau part tout en même temps et qu'il ne reste plus assez de jus pour la borne de recharge. Dans un panneau de 200 ampères, ça devrait être moins le problème. Si c'est une question d'espace physique, l'électricien pourra vous valider si c'est possible de dédoubler certains disjoncteurs ou encore mettre un panneau à côté. Encore là, il va falloir consulter un électricien. Excellent, merci. Michel Paquet qui demande, y a-t-il un véhicule avec un mode hiver pour réduire le torque sur les roues, donc les glissements à l'accélération? Je vais me permettre, les chers panélistes, au niveau d'un mode hiver, en réalité, tous les véhicules sur le marché aujourd'hui, qu'ils soient à essence ou électriques, ont un traction control, un contrôle de traction. Donc, à ce moment-là, avec ces modes-là, vous allez limiter le patinage des roues. Effectivement, un véhicule électrique a le torque ou le couple à 0 tour minute. Donc, à ce moment-là, ça peut patiner facilement si on écrase la pédale d'accélérateur. Vous avez aussi des modes éco ou des modes peut-être hiver sur certains véhicules qui vont limiter la puissance ou la façon que la pédale d'accélérateur va bouger. Tout est électronique maintenant, il n'y a pas de câble. Donc, à ce moment-là, ça va limiter la puissance qui va aller directement aux roues, donc ça va être beaucoup plus doux. À ce moment-là, ça, c'est une option. Par contre, dans certains véhicules, le mode éco va aussi limiter la consommation de chauffage, la consommation de l'air climatisé. Donc, vous allez avoir une performance de chauffage réduite. Donc, ce n'est peut-être pas nécessairement l'idéal dans certaines conditions. Mais j'ai deux véhicules. J'ai une Chevrolet Spark avec 325 livres de pied de couple. L'hiver, ça demande une petite touche douce, mais quand on est électromobiliste, on connaît notre pédale, puis ça va bien pour la plupart des véhicules. Prochaine question, spectateur anonyme. Il me semble que tous les véhicules électriques usagés de plus ou moins 15 000 veut dire que nous avons un maximum de 100 à 120 km d'autonomie. Est-ce vrai? Donc, dans le fond, sur le marché, en véhicule usagé autour de ce prix-là, il n'y a pas vraiment de véhicule en haut de cette autonomie-là. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un qui voudrait mentionner des choses? Nicolas?
Ben, si je peux encore une fois prêcher pour ma paroisse, on parlait tantôt là, de véhicules usagés. Il y a moyen de trouver des Ioniq de première génération, donc des 2007 à 2019, aux alentours de 20 000 $. Fait que si vous êtes capable d'allonger un petit 5 000 de plus là, dans votre budget, vous allez pouvoir trouver des Ioniq là, qui ont des autonomies qui vont aller jusqu'à 200 km l'été. Parmi tous les propriétaires de Ioniq que je connais, puis dans les groupes de discussion aussi, on note très peu de dégradation, même pour des gens qui ont fait au-dessus de 75 et voire 100 000 km. Fait qu'une baisse d'autonomie à long terme là, qui est minime par rapport à certaines premières générations, là, comme les Leaf de première génération ou même les Kia Soul de première génération, où plusieurs ont eu des problèmes de batterie. Donc, c'est peut-être une alternative là, qui pourrait être à regarder. Parfait. Il ne faut pas oublier aussi que les véhicules électriques sont quand même récents sur le marché. Donc, le roulement en véhicule usagé, puis de type de variété, si on remonte un véhicule de 5 ans, le choix des véhicules était très réduit. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec peut-être cette condition-là. Mais si on va dans 5 ans dans le futur, tout ce qui est la panoplie de véhicules que nous avons disponibles en 2020, ça va donner d'autres options à ce moment-là. Michel Paquet, qui donne une affirmation qu'il existe un load miser qui permet soit la cuisinière, soit la borne, mais pas les deux. Donc, effectivement, les contrôleurs de charge ou quand un appareil est en fonction, la borne ne sera pas utilisée. Il y a des gens aussi qui pourraient débrancher une cuisinière ou débrancher la soudeuse le temps qu'on recharge le véhicule. C'est une autre option aussi. Chers spectateurs, oui, nous nous approchons de la fin. Il est 12h51, mais on a encore du temps avant de donner le mot de la fin. Si jamais vous avez une main levée, une question à écrire, n'hésitez pas. Si c'est plus vite pour vous, main levée, allez-y. Oh, Sylvain voudrait, un de nos panélistes voudrait prendre la parole. Oui, ben, en rapport avec ce qu'on vient de mentionner, véhicules usagés à 15 000 $, tout ça, que beaucoup de gens encore aujourd'hui qui n'ont pas adhéré à l'électromobilité considèrent qu'ils attendent pour adhérer que le coût d'acquisition d'un véhicule électrique soit le même que celui d'un véhicule à essence, parce qu'ils oublient par ça les frais d'utilisation d'un véhicule à essence. Et changement d'huile, le prix de l'essence qui est variable, de toute façon, il varie de semaine en semaine. Les gens oublient ça. Donc, le coût d'utilisation, c'est une grosse composante de ce que les gens dépensent au niveau de l'utilisation d'un véhicule. Et avec le véhicule électrique, oui, il peut être plus coûteux à l'achat, malgré qu'il y a des subventions maintenant au fédéral et au provincial qui viennent diminuer ça. Et on se refait très rapidement avec un véhicule électrique. Et la durée aussi de vie d'un véhicule électrique est beaucoup plus grande. Alors, le marché de l'usager, oui, va augmenter, mais reste à savoir, il y a beaucoup de gens qui vont conserver leur véhicule électrique parce que le moteur électrique, ça donne une très grande durée de vie par rapport à un moteur thermique. Excellent. C'est une bonne information. Puis, en supplément à ce que Sylvain vient de dire, il y a quelque chose que Nicolas mentionnait tantôt, d'allonger un 5 000 $ de plus, tout ça. C'est sûr que si votre budget est à ce moment de 15 000 $, et des fois d'ajouter quelques 1000 $, pas trop, vous pouvez justement vous rattraper avec les frais là, que vous sauvez, que Sylvain a mentionné. Donc, c'est un bon point. Je vais y aller avec deux autres questions maximum. On va y aller avec Sylvie Cloutier. Lorsque je ne sors pas et que mon autonomie est à 100%, est-ce préférable de la laisser sur sa borne de recharge ou de la débrancher? Didier? Je ne verrais pas de problème à la laisser brancher. En fait, c'est surtout intéressant en hiver si vous savez que vous ne l'utilisez pas, mais peut-être que vous allez devoir l'utiliser, partir le préchauffage à distance, sachant que la voiture est branchée sur sa borne de recharge, peut être intéressant. Donc, même si vous savez que vous ne l'utilisez pas, ça ne fait pas de mal de la laisser brancher, surtout en hiver. Oui, c'est un bon point. Une fois que la recharge est terminée, il n'y a plus rien qui se fait au niveau du véhicule. Exactement. De toute façon, la voiture ne prend pas plus que sa capacité maximum. Donc, la voiture va couper la communication avec la borne, arriver à 100%. Donc, il n'y a pas de dommage pour la voiture, mais c'est toujours pratique pour pouvoir prévoir pour le futur. Parfait. Merci. Et on va y aller pour la dernière question qui est ouverte de Michel Paquet, qui voit plusieurs plaintes sur les freins qui coincent ou rouillent. Quelle est notre expérience par rapport à ça?
Donc, peut-être guider les panélistes, oui, effectivement, une des choses, on est un petit peu plus critique sur les véhicules électriques parce que les freins sont moins sollicités. Donc, ils ont tendance à peut-être un petit peu plus se gripper ou saisir. Donc, comme n'importe quel véhicule à frein à disque sur le marché aujourd'hui, que ce soit à essence ou électrique, le nettoyage des freins annuels est une très bonne recommandation. Sur un véhicule électrique, c'est pratiquement un must si vous voulez vous sauver des coûts dans le futur. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'autres maintenance à faire sur un véhicule électrique, je dis, n'hésitez pas à mettre cet argent-là parce que ça va vous sauver des sous pour plus tard. Puis, comme on expliquait tantôt, en conduite vraiment éco-conduite, vous allez vous servir beaucoup du système de frein moteur, du frein régénératif. À ce moment-là, les freins physiques vont être moins sollicités que n'importe quel autre véhicule. Donc, moins de mouvement des pièces mécaniques de frein. Donc, peut-être plus de chances de prendre de la rouille. Donc, les plaintes qu'il y a, c'est souvent des gens qui ont négligé cette portion-là, ont attendu que les freins soient dus à être changés, puis ont trouvé que c'était rapide. C'est normal. Si vous ne faites pas l'entretien, c'est ce qui va vous arriver. Et ça, c'est bon pour tout type de véhicule. Donc, Christian, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est en fait juste un complément pour dire que c'est en fait le seul coût d'entretien que j'ai eu, moi, sur 2 ans, de nettoyage des freins. Pas l'entretien, un petit entretien des freins. C'est le seul coût d'entretien que j'ai eu sur le véhicule. Pas de changement d'huile, on s'entend, et ainsi de suite. Pour ajouter à considération aussi des coûts qui sont reliés à des coûts moindres, vraiment moindres, qui sont reliés à l'utilisation d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule à combustion. Excellent. Merci beaucoup. Donc, on nous remercie pour les renseignements. Ça va être tout pour aujourd'hui. Étant donné qu'on est sur semaine, c'est sûr, on va devoir retourner à certaines de nos occupations. Par contre, on vous remercie beaucoup d'avoir participé en grand nombre, 38 spectateurs, beaucoup de questions aujourd'hui, une trentaine de questions résolues en écrit, donc peut-être un 40 au total. Tous des très bonnes questions, une bonne participation des panélistes aussi. Donc, j'espère qu'on a aidé beaucoup de gens au cours de cette séance. Donc, juste rappeler que notre kiosque est réalisé en collaboration avec Roulon Électrique, qui est une campagne d'équitaire avec le soutien de Transition énergétique Québec. Et de juste rappeler que le site de la VQ est un très bon site pour des ressources qu'on a mentionnées tout au travers des informations qu'on a données aujourd'hui. Vous allez trouver, comme je vous disais, des capsules ou d'autres renseignements. N'oubliez pas de peut-être visiter aussi le programme de jumelage que l'AVEQ offre, qui vous permet de rentrer en contact avec des propriétaires de véhicules, soit pour des questions précises sur un véhicule ou bien pour des questions générales, comme on a fait aujourd'hui. La plupart des électromobilistes qui s'inscrivent comme aide bénévole ont beaucoup de connaissances à ce sujet. Donc, merci beaucoup et je vais vous souhaiter une bonne restante de journée, une bonne semaine, une bonne semaine du véhicule électrique aussi. Participez à tous les kiosques que vous désirez. Merci, au revoir.